Donc déjà, bonjour. Alors, je me sens les petits slides. Alors, donc Yuri Min, doctorant en CIFRE, étude voilà, son sujet en collaboration avec le laboratoire EMC, le laboratoire IRIS. Oula, ouais. Je suis désolée, c'est Yuri qui a fait les slides. Ouais. Alors, ouais. R.E. Mayer a établi une théorie de l'apprentissage multimédia issue des sciences cognitives. Oh là là, je suis désolée. Yuri, quoi. L'approche de la théorie de l'apprentissage multimédia se centre sur l'utilisateur, ses capacités, son apprentissage et non pas sur les performances que l'on peut avoir grâce aux outils multimédia. Cette approche est consistante avec l'idée d'apprentissage, car c'est seulement en intégrant l'utilisation dans la conception que ce dernier pourra intégrer à son tout ce qu'il apprend. C'est évident, évidemment. Donc une approche centrée apprenant. Ouais, c'est pas possible. Je suis désolée, il démarre hein, chez nous, et c'est vrai qu'il est chercheur. Bon. Et puis, t'as même oublié de me présenter en fait. Hein. J'ai même pas de slide. C'est les diaporamas de chercheurs, ça, on fait tout ça. Bon, est-ce que vraiment on continue? On va peut-être arrêter là, du coup, cette conf. On va essayer de... Ouais. Hein on va... Merci d'être venu. C'était vraiment sympa, mais là, c'est vrai que c'est pas préparé cette histoire, et c'est moche, on va pas se mentir. Et nous, on a envie de vous parler du beau, en fait. Est-ce que vous connaissez l'effet de halo? Rien à voir avec Nabila. L'effet de halo, je laisse Yuri peut-être le présenter, puisque en tant que chercheur, c'est... On a eu un excellent exemple à quel point la forme, le visuel peut impacter le fond. Peu importe si on avait des choses intéressantes à vous dire, vous aviez déjà un a priori sur véritablement ce qu'on voulait vous dire, nos compétences, notre légitimité réellement à faire cette conférence. Et en fait, l'effet halo, c'est un peu ça. C'est un biais cognitif qui a été démontré dans les années 1940 par Salomon Asch, qui expliquait en fait qu'on va avoir une tendance à rester sur cette première impression. Je vais vous trouver tous très beaux et je vais tous penser également que vous êtes très intelligents. Pourtant, les deux n'ont aucun rapport. Et donc c'est un effet, ce qu'on appelle un biais cognitif de contamination. Je vais avoir tendance à attribuer des caractéristiques à quelqu'un et les mettre sur d'autres compétences qui n'ont pourtant aucun rapport. Et l'inverse, c'est vrai. Typiquement, voilà, par exemple, cette personne, je trouve pas forcément esthétiquement à mon goût, bon, voilà, je vais pouvoir me dire qu'elle est peut-être pas très compétente ou peut-être pas très intéressante. En tout cas, c'est mon biais cognitif qui va s'enclencher, que je le veuille ou non. Ah oui, je tourne le slide. Voilà, donc on définit un petit peu l'effet halo comme, dans un sens là positif, c'est l'idée qu'une caractéristique qui va être jugée donc positive envers une personne, on va avoir tendance à la rendre plus positive sur les autres caractéristiques. Donc effectivement, ce que je vous expliquais par rapport à la beauté, on a sur plein d'aspects. On va vous donner quelques exemples justement, et c'est assez effrayant à quel point, encore aujourd'hui, c'est extrêmement présent dans nos réflexions, dans notre catégorisation, dans notre quotidien. Alors quelques exemples, par exemple, une expérimentation a été réalisée dans les années 1970 sur les personnes portant des lunettes, qui ont tendance à être considérées comme beaucoup plus intelligentes. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'en porte. Ouais. Il a bien compris, il est arrivé, il n'avait pas de lunettes, et puis il a un peu étudié le truc, il a dit ok, j'ai compris. Voilà, alors il y a énormément d'exemples. Tu peux passer le suivant. Alors il y a les personnes qui sont en général les électeurs quand on va voter. Il n'y en a pas tant que ça qui ont lu les programmes dans le détail et qui sont allés chercher le fond en général. Il y a une étude qui montre qu'on a écouté quelques débats et puis on a vu physiquement la personne et qu'en fait le physique joue énormément dans le choix des électeurs. C'est que... Vous pouvez... Alors, également sur les compétences, on a noté sur les entretiens d'embauche notamment, sur le fait que effectivement cette première impression visuelle, je suis beau, je suis bien habillé, va jouer un rôle complètement décisif en fait dans la prise de décision de l'entretien d'embauche. Et c'est là aussi l'idée où il faut faire attention et pas rester sur cette première impression notamment pour voilà, creuser un petit peu sur la personne et pas rester sur cette catégorisation, ce préjugé qu'on va avoir de prime abord. Et alors encore plus, on va dire, choquant, une expérience a été réalisée, on a créé un jury factice. On leur a demandé justement d'évaluer si les personnes étaient coupables
devant un jury factice. Et on s'est rendu compte que les personnes jugées attirantes, belles, recevaient des peines beaucoup moins légères, beaucoup plus légères, étaient plus moins coupables. Donc là, on a un vrai souci, en fait, dans les tribunaux, de notre perception par rapport à la justice. Il y a un autre exemple, moi, qui me plaît bien, là, qu'on n'a pas mis, mais que je trouve intéressant, c'est une étude qui a été faite où on a fait des copies qui étaient, enfin des copies de, c'était des copies de quoi, d'un examen. Ouais, c'est ça. C'était un examen et on a mis des mauvaises copies qui n'étaient pas volontairement très mauvaises, mais on les a accompagnées de photos de femmes séduisantes et on les a fait corriger par les hommes. Et il semblerait tristement que bien quand c'est accompagné d'une photo avec une femme séduisante, eh bien les notes sont meilleures. C'est une vraie étude. Donc évidemment, tout ça, c'est assez choquant et on aimerait s'en débarrasser au final. On voudrait essayer de passer outre cette première impression et d'avoir un jugement rationnel sur les personnes. Et malheureusement, on a fait une expérimentation, enfin, dans la recherche, ils ont fait l'expérience, cette fois-ci en expliquant les faits à l'eau. On décrit les faits à l'eau, comme je vous ai fait aujourd'hui, aux participants, et malheureusement, on obtient les mêmes résultats. C'est décisif, les personnes répliquent en fait ce biais de première impression, peu importe en fait si on leur a expliqué. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est est-ce qu'on pourrait éduquer à cet effet à l'eau, peut-être à long terme, sur quelque chose qui est vraiment sur la métacognition, justement, sur des générations et des générations, pour essayer d'améliorer ça. Aujourd'hui, si juste je vous l'explique, potentiellement dehors, quand vous allez reprendre votre quotidien, vous allez encore appliquer cet effet à l'eau, et c'est assez dangereux. Alors l'idée aujourd'hui, nous on voulait vous parler d'effet à l'eau dans l'apprentissage, et donc du coup, en quoi cet effet à l'eau, on doit, plutôt que prendre le risque que ce soit un échec, notre apprentissage soit un échec à cause de cet effet à l'eau, on a un visuel qui est très moche et on ne pourra pas rentrer dans l'apprentissage, pas être engagé, on veut le transformer en une opportunité. Donc jouer de cet effet à l'eau plutôt que le subir et malheureusement faire quelque chose qui est très fonctionnel, qui a du contenu qui est vraiment bien pensé en termes de déroulé pédagogique, mais au final l'apprenant reste 10 secondes sur le dispositif. Et une étude notamment qui a été faite sur des étudiants, 80% des étudiants jugent un site en moins de 3 secondes. En moins de 3 secondes, ils ont décidé s'ils allaient poursuivre sur le site pour le contenu ou pas. Et donc là, on a un vrai enjeu aujourd'hui de mobiliser, d'engager l'apprenant dès les 10 premières secondes. En fait. Et voilà, et que c'est pas forcément parce qu'on veut mettre du contenu intelligent et du contenu avec beaucoup de fond que le beau n'est finalement pas une nécessité pour capter l'attention, la maintenir et donc créer ce fameux engagement que tout le monde cherche. Le beau est donc pour nous un facteur clé de succès. Et effectivement, c'est vraiment un travail que l'on mène chez SIDO. Il faut savoir qu'on a un département Halo, on a un directeur du Halo. C'est plus un directeur de création, mais enfin on peut l'appeler directeur du Halo, il est là d'ailleurs, je sais pas, il est là, le directeur du Halo? Non? Il n'est pas vu? Bref. Pour nous c'est vraiment quelque chose qu'on met en place dans notre structure à tous les niveaux. Et évidemment, le moche étant un facteur d'échec. Alors on le pense notamment dans la conception visuelle de nos dispositifs, on réalise des vidéos pédagogiques, des schémas, des infographies, et justement la conception visuelle doit être pensée en fonction de ça. Et notamment aussi sur le rôle des émotions. Pour le coup, l'apprentissage n'est pas quelque chose de purement froid et rationnel, de très cognitif. L'émotion, on a montré que l'émotion avait un rôle primordial dans l'apprentissage. Et donc l'idée de ça, c'est d'impacter les émotions avec un visuel qui est vraiment très beau pour justement associer l'apprentissage à quelque chose qui est positif. Et peu importe au final si le fond, alors on fait du fond, hein, on n'est pas que sur l'effet halo, mais peu importe si le fond est intéressant ou pas, on l'a lié à quelque chose de très positif visuellement parlant. Et on voit dans les études notamment que l'impact sur les émotions, par ce qu'on va vous présenter juste après, le design émotionnel, a un réel impact sur l'apprentissage. Donc voilà, notre département Halo, il intervient à toutes les étapes de nos process, que ce soit en avant-vente évidemment, là on veut mettre du beau pour montrer à nos clients ce qu'on sait faire et qu'eux-mêmes ils trouvent que nos propositions sont pédagogiques parce qu'elles sont claires et parce qu'elles sont jolies. Donc on a envie de le créer à ce moment-là, c'est sûr. Donc on a créé un outil que je vous montrerai après, qui est vraiment dédié à la présentation de nos propositions. On le fait aussi même quand on est amené à faire évidemment nos outils. Nos outils en eux-mêmes, on essaye de mettre le plus d'esthétisme possible. On a beaucoup de graphistes en interne et ça a beaucoup d'importance chez nous. Ça intervient dans la créativité de tout ce qu'on fait. Et puis évidemment, aussi même dans nos classes virtuelles, on vous montrera en quoi et comment on peut faire des classes virtuelles belles, si c'est possible.
Voilà, et comment on peut aussi jouer là-dessus, même dans des moments pas simples. Donc le département Allo, il implique quand même qu'on fasse un peu de la recherche, donc d'où pourquoi Yuri est chez nous, parce que pour le coup c'est un peu quelque chose qui est dans les prémices et il n'y a rien d'encore très validé, donc on réfléchit, on teste beaucoup, et donc d'où la thèse de Yuri sur le design émotionnel, et en quoi ça va favoriser ou pas l'apprentissage. On questionne beaucoup la cible, puisque le beau, évidemment, vous le savez, c'est subjectif. Donc la cible, elle s'intéresse à quoi? Qui elle est? Qu'est-ce qu'elle trouve beau? Qu'est-ce qu'elle trouve moche? On entretient énormément la créativité chez nous. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà, les brainstorms, on les a organisés, on a plein de techniques de brainstorming, mais voilà, on est tous conviés à chaque fois qu'il y a quelque chose où il faut imaginer et on réinvente la roue à chaque fois. Et puis on fait beaucoup de tests, puisque du coup c'est les tests et les pré-tests qui nous permettent de voir les réactions et de voir si ça fonctionne ou pas en fait. Alors, est-ce que vous connaissez la théorie cognitive de l'apprentissage multimédia? Alors, si vous êtes des amateurs de sidologie, pour le coup, vous avez pu avoir un petit peu d'articles sur le sujet. Donc en fait, c'est une théorie qui a été créée en 2003 par Meyer, qui propose au final un cadre d'analyse, une théorie pour un peu étudier ce qui va se passer dans l'apprentissage, spécifiquement via un dispositif multimédia. Alors c'est pas une théorie qui va se centrer sur la technologie, mais plutôt sur la cognition, comment nous on va traiter les informations quand on est devant un écran, un mobile, tout type de dispositif multimédia. Alors elle repose sur trois hypothèses, trois postulats très simples. Premièrement, l'apprentissage est un processus actif. L'apprenant n'est jamais passif devant un écran, il va avoir un traitement, il va sélectionner les informations pertinentes, les organiser en fait dans des modèles pour justement organiser ces informations et les intégrer en mémoire à long terme. Donc il va confronter les modèles qu'il vient de créer avec les connaissances qu'il avait déjà sur le contenu. Et une deuxième hypothèse, on a différents canaux de traitement de l'information. Une information auditive en fait ne va pas être traitée par le même canal, le même processus qu'une information visuelle. À cet égard, on peut très vite surcharger un canal. Si je fais une vidéo où il n'y a que du texte comme les premiers diapos, ça vous a surchargé visuellement. Vous ne pouviez pas écouter clairement, c'est en même temps regarder le texte. Et également, si on avait fait beaucoup d'auditifs et très peu de visuels, on aurait surchargé ce canal auditif. Donc l'idée vraiment, c'est qu'on a une capacité limitée sur ces canaux. Et cette théorie est très intéressante parce qu'elle explique, quand on est face à un dispositif multimédia, comment on va allouer nos ressources à la tâche. Et donc pour ça, il existe trois types de charges cognitives. Alors premièrement, la charge extrinsèque. Donc la charge extrinsèque, quand vous êtes face à un dispositif d'apprentissage, c'est toutes les ressources que vous allez allouer à des éléments qui ne sont pas pertinents par rapport au but pédagogique. Voilà, des distracteurs, un téléphone qui sonne, un mail que vous recevez. C'est des éléments en fait qui vont venir impacter, prendre des ressources cognitives qui ne sont pas pertinentes pour votre but pédagogique. Mais ça peut être aussi au sein du dispositif. Ça peut être des éléments, en fait, vous les avez rajoutés parce que c'était joli, mais au final, ça ne vous sert pas dans votre but pédagogique. Donc là, ça prend des ressources. Et finalement, les ressources, elles sont très limitées, donc il faut justement avoir un vrai cadre d'analyse pour savoir qu'est-ce que je mets dans mon dispositif. Alors la deuxième charge, la charge intrinsèque, c'est vraiment les ressources que vous allez allouer pour traiter le matériel. Prendre en compte les éléments. Si je vous dis par exemple mémoriser un numéro de téléphone, voilà, c'est de la ressource que vous allez prendre pour avoir ce numéro de téléphone en mémoire de travail. Alors plus j'augmente le numéro de téléphone, le nombre de chiffres, plus j'augmente la complexité en fait, du traitement, et donc plus j'augmente cette charge intrinsèque. Alors ce qui est important à savoir, c'est que cette charge intrinsèque, elle dépend énormément du niveau d'expertise du sujet. Une équation de mathématiques peut être très compliquée pour un collégien, mais très facile pour un mathématicien. Donc là, la charge intrinsèque, il faut la considérer notamment sur le questionnement de l'expertise de votre apprenant. Et en fait, la relation entre ces trois charges, elle est additive. C'est-à-dire que les ressources qui vont rester à l'apprenant vont être allouées à la charge utile. Et la charge utile, en fait, c'est les ressources que l'on va attribuer pour justement apprendre, automatiser ce qu'on a pu mémoriser en mémoire de travail et l'intégrer en mémoire à long terme. Et alors vous, votre travail en tant que concepteur pédagogique, créateur de solutions, ça va être de diminuer au maximum la charge extrinsèque, de gérer cette complexité, cette charge intrinsèque, et d'augmenter la charge utile. Alors comment on augmente la charge utile? L'effet halo est un très bon outil. Il y a énormément de principes dans cette théorie justement pour en fait engager l'apprenant qu'il attribue des ressources dans la tâche. Et aujourd'hui, on voulait vous parler de l'effet halo, de l'esthétisme, en quoi c'est intéressant pour favoriser cette charge utile. Et notamment par ce qu'on appelle aujourd'hui le design émotionnel. Donc le design émotionnel, justement, si on se pose des questions, on pourrait dire, bon, on a peu de ressources cognitives, je vais mettre le moins d'éléments possible, donc moins d'images, moins d'anthropomorphisme, moins de couleurs.
pour justement diminuer cette charge extrinsèque. Donc c'est ce qu'on appelle l'approche moins c'est mieux. Moins je mets d'éléments. En gros là, c'est le petit schéma ultra simple où tout est très simplifié mais du coup est noir et blanc, un peu triste, c'est des carrés, des flèches quoi. Si je caricature. Exactement. Deuxième approche, on pourrait se dire, plus je mets d'éléments, plus j'engage mon apprenant, plus il a d'émotions dans la tâche, plus il alloue des ressources à la tâche. Et donc j'augmente son engagement cognitif. Alors il y a un petit contre-exemple de ça, on peut très vite être surchargé. Et donc là, c'est ce qu'on appelle le cas des images décoratives. Des images finalement qui vont, effectivement, c'est du design émotionnel, ça va induire des émotions, mais c'est pas pertinent par rapport au but pédagogique. Et donc là, on est face à un dilemme. Qu'est-ce qu'on fait? On en met moins, on en met plus. Alors Clarence, à Sido, justement, nous, on a choisi d'en mettre, mais d'en mettre de façon intelligente. En tout cas, d'en mettre focus sur le sens de ce qu'on veut transmettre. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'image pour donner du sens aux mots. Nous, c'est avant tout, on travaille le mot, avant tout, on travaille le contenu, et après, on va chercher à ce que l'image, elle donne du sens à ses contenus. Donc, on est amené à créer des dessins, mais qui vont apporter une explication. Typiquement, je ne sais pas si vous connaissez nos vidéos Dessine-moi l'écho, mais ce sont beaucoup d'utilisation de petits bonhommes qui sont personnalisés. Par exemple, la Banque Centrale, quand je veux expliquer qu'elle crée de la monnaie, eh ben, je vais personnaliser cette petite banque, je vais lui mettre des yeux, puis je vais lui mettre une main qui va créer de la monnaie en l'animation, elle va avec son petit stylo créer des petits euros. Voilà, et ça permet que l'image, elle serve directement ce que j'ai envie de dire. J'aurais pu faire, tout simplement, si je le faisais sans le design émotionnel, je mets une banque, un petit bâtiment, et puis je mets une flèche, je mets créer dessus, et puis je mets monnaie, quoi. Voilà, donc là c'est l'inverse, nous on essaye que l'image, elle rentre attrayante, mais elle donne en même temps du sens. Voilà. Par contre, on n'explique pas la Banque Centrale avec un petit lapin en bas à droite, qui apporte rien. Et donc l'étude de Yuri, c'est ça qu'on a voulu, qui travaille chez Sido, c'est qu'il travaille justement la différence entre des choses très simples, un peu scientifiques, donc on a fait sur une vidéo sur l'immunothérapie pour expliquer comment fonctionne l'immunothérapie. En version, donc on lui a fait une version très très schématique, où il n'y a pas du tout de couleurs, il n'y a pas du tout de forme attrayante, et puis on l'a transformée avec une vidéo qui ressemble plus à ce qu'on a vraiment fait, en l'occurrence, avec des couleurs, avec des petites cellules qui sont personnalisées et qui agissent réellement. Et on a voulu voir ce que ça donnait en termes d'engagement, d'attention et de compréhension. Je te laisse présenter peut-être tes résultats. Exactement. Alors là, du coup, justement, vous avez les deux versions de cette expérimentation. Donc on a pris un e-learning sur l'immunothérapie, justement, qui présente de l'anthropomorphisme, de la symbolisation, beaucoup de couleurs, justement, pour avoir quelque chose de très imagé, par rapport à une version neutre où on a des verbes d'action, des flèches qui représentent les liens entre les éléments. Alors on a fait énormément de mesures et je vous en présente les principales. On a mesuré l'engagement, effectivement. Est-ce que la version riche, justement, engage l'apprenant, la motivation et la finalité de l'apprentissage, est-ce que l'apprenant a bien compris et mémorisé le contenu? Alors on a eu de très bons résultats. Alors là, vous avez un exemple justement de... Mais je ne sais pas le mettre. C'est pas grave. Alors tout d'abord, en compréhension, on a eu des résultats intéressants, on n'a pas eu de différence en termes de mémorisation brute, c'est-à-dire un rappel brut des informations qui étaient présentes dans l'e-learning. Par contre, on a eu une vraie différence en termes de compréhension. Donc est-ce que l'apprenant est capable de, dans une autre situation, appliquer le savoir qu'il a pu comprendre dans la vidéo? Et donc là, on voit qu'il y a un vrai impact de la version riche sur la compréhension. Un impact également très fort et significatif sur l'engagement. On a vu des apprenants qui restaient beaucoup plus longtemps dans l'e-learning, qui voulaient en savoir plus, qui posaient énormément de questions par rapport à des versions neutres où les gens pouvaient partir assez rapidement au final. Et également sur la motivation, on a réussi à motiver intrinsèquement les apprenants pour le contenu en lui-même. Et justement, c'est une difficulté aujourd'hui, quand on a beaucoup de formations et de contenus qui sont obligatoires, où on est très motivé extrinsèquement, un contenu de cette sorte peut permettre de motiver vraiment intrinsèquement l'apprenant. Voilà, donc à partir du moment où on a investi dans la recherche, on essaie de l'appliquer, et on l'applique notamment avec différentes approches. Déjà, on se pose la question de quelle cible on va avoir. Et donc, on s'est surtout très inspiré des méthodes de la recherche, également un petit peu du X-Design, parce que justement, ils sont assez forts pour pouvoir justement questionner l'utilisateur, quelles sont les attentes de l'utilisateur. Donc, on s'est inspiré de la recherche avec des entretiens, des questionnaires, pour justement cibler les motivations de l'apprenant, quelle est sa définition véritablement du mot, qu'est-ce qu'il va attendre de la formation ou du contenu pédagogique.
pour mettre l'utilisateur au cœur de l'expérience, pour concevoir quelque chose de sur mesure pour sa motivation et sa compréhension. Et l'idée, c'est vraiment d'aller au-delà de nos préjugés personnels, puisqu'on a notre propre notion du beau et de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, mais ce qui nous intéresse, c'est celle de nos apprenants, et donc d'essayer de trouver des références communes, des choses où on a quelque chose en commun sur qu'est-ce que c'est pour eux le beau, quoi. Le pré-test, t'en parles rapidement. À partir du moment où on a questionné le public, justement, on va concevoir un dispositif. Et après, ce dispositif, on va le tester sur notre public cible, justement, pour voir s'il y a des modifications à faire. On formule des hypothèses. On propose potentiellement différentes versions avec des légères modifications pour voir ce qui va coller le plus, en fait, avec votre utilisateur. À partir de ça, justement, on valide des intuitions ou pas. On teste, on analyse, on améliore le contenu au maximum pour revenir, au final, sur le questionnement de la cible. En fait, c'est une boucle qui ne sera jamais terminée à silo pour le coup, parce qu'on a ce goût en fait voilà, d'aller toujours sur mesure, de coller aux besoins de notre apprenant. Et le dernier, donc, qui est sur entretenir la créativité, pour le coup, nous, c'est beaucoup, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un élément hyper important pour nous, c'est qu'il faut toujours être créa, donc il faut qu'on fasse beaucoup de veille. On a l'habitude, notre directeur de Allo, là, il a l'habitude de poster régulièrement des sites internet qui n'ont rien à voir avec la pédagogie, hein, mais des sites qu'il trouve lui beaux, et puis d'essayer de voir pourquoi, et que tout le monde puisse réagir et essayer de voir comment il peut l'appliquer sur des outils pédagogiques, ou avec des objectifs pédagogiques derrière, comment on peut réutiliser ces mécanismes, ou ces modes de navigation, voilà, qu'est-ce qui fait que ce site est chouette. Donc ça c'est pour la partie veille, et puis après sur la partie brainstorm dont je vous parlais tout à l'heure, où on a énormément de méthodes différentes qu'on met en place pour toujours réinventer la roue. Ouais, moi je vous passe, je l'ai pas... Et donc comme je vous disais tout à l'heure, ça c'est pour la partie avant-vente, c'est l'outil qu'on a créé sur mesure en no-code, où pour le coup, ça nous permet de présenter nos propositions commerciales de façon plus claire possible et le plus esthétique possible. Donc on a créé comme ça une façon de rentrer dans qui on est, notre proposition, l'équipe, etc. Dans lequel on peut changer les images de fond à chaque fois en fonction des clients et de à qui on s'adresse. Et puis on peut faciliter comme ça le travail. Donc ça c'est notre vidéo par exemple, je vous la passe. Comment se présentent nos propositions, notre équipe, etc. Ça, c'était vraiment une démarche, justement, où on s'est rendu compte que nos propositions, parfois, manquaient d'esthétisme. On avait beaucoup de fond, on écrivait beaucoup de choses. On était très fiers de ce qu'on avait fait, parce qu'on avait beaucoup travaillé. Mais au final, personne ne nous lisait. Ou en tout cas, on ne lisait pas exactement tout ce qu'on voulait parfaitement. Et donc, c'est là où on a vraiment retravaillé cet aspect esthétique et qui donne un peu plus envie. Et dans lequel finalement on dit autant de choses, mais on les dit mieux, ou en tout cas elles sont mieux aussi. Et là, je vais te laisser parler du Allo dans nos visioconférences. Et voilà, chercher de mettre aussi dans cette même idée de... Alors là, du coup, justement, c'est une idée de notre directeur du département Allo, justement, qui a puisé en fait, ce qui existait dans le streaming sur Twitch, par exemple, tous les outils en fait, qui sont très pertinents pour le coup, pour rendre jolie en fait, une présentation. Et on s'est dit, pourquoi pas l'utiliser en classe virtuelle pour des visioconférences, pour en fait, dès qu'on va prendre la parole via le digital. Et on a fait un setup, en fait, on a créé un setup de streamers de jeux vidéo, pour le coup, mais cette fois-ci pour faciliter l'apprentissage. Et c'est vrai que ça fait quelque chose de très beau, pro, et tout de suite, on ne perd pas l'apprenant. On le met dans la situation où il est, il regarde quelque chose qui est très professionnel et très beau, et donc il peut rentrer dans l'apprentissage, il n'est pas confronté à des obstacles de je vois pas l'image, le texte est trop petit, etc. On a voulu vraiment jouer sur cet effet halo sur nos présentations, en créant ce setup un peu de streaming. Donc évidemment, c'est pas que dans nos process, on le met quand même aussi dans nos outils et dans ce qu'on crée pour nos clients. Là, je vais vous montrer quelques exemples sur des sujets sur lesquels on a eu la chance et les moyens de pouvoir faire des choses très graphiques et qui ont plu beaucoup à l'équipe. Donc voilà, juste quelques images pour différents clients sur des e-learning, sur l'histoire, pour les nouveaux apprenants, il y a plein de choses différentes.
En tout cas, quand on le peut, quand on en a les moyens, nous, on vous conseille et recommande vivement d'apporter énormément d'importance à ce qui est beau, parce que au pire, si c'est pas dans le fond parfait, ça se verra moins. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Est-ce qu'on a des questions? Là? Est-ce que vous avez travaillé sur la conciliation entre le beau et l'accessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap, qui freine un certain nombre d'envies qu'on pourrait avoir? Et c'est pas du tout décorrélé parce que souvent, dans les contraintes pour l'accessibilité, c'est que ce soit écrit en gros, qu'on n'utilise pas trop de couleurs. Si j'en prends une, par exemple, dans vos documents, il n'y a pas de suffisamment de contraste. Par exemple, certains éléments que vous avez mis ne seraient pas lisibles par des personnes déficientes visuelles. Je pense que si on sait, après, on l'organise. Donc, vous ne l'avez pas travaillé. Donc, nous, on le fait que si on nous demande. Hein. D'accord, mais c'est pas quelque chose qui se décrète comme ça. Ça se travaille, ça demande un travail de veille en amont. Mais nous, on ne le fait pas. Hein. Enfin, je veux dire. D'accord, vous ne le faites pas. Non. Si on ne nous demande pas, on ne le fait pas naturellement. Si par contre il y a cette contrainte-là, eh ben, on l'intègre et ça nous empêche de faire du beau avec des contraintes. Ça peut limiter. Ça peut limiter. Il faudrait que vous vous mettiez un petit peu dedans, vous verriez que ça peut limiter quand même. C'est pour ça que je vous posais la question. C'est un équilibre à trouver. Après, on s'est quand même formé sur le fait que, par exemple, facile à lire et à comprendre, ce genre d'éléments, vous permettre justement, en fonction des besoins, effectivement, on a un produit qui allie beauté et accessibilité plus. C'est vrai que c'est un enjeu. Oui. Oui, mais sur la façon dont on met en visuel le texte, justement aussi. Mais c'est vrai que cette accessibilité, c'est un sujet qui devient vraiment très tendance maintenant, avec des livres qui sont écrits, donc forcément ça va maintenant être de plus en plus pris en compte. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on peut dire qu'on est tous fautifs par rapport à ça, de ne pas d'avoir... parce que par ignorance, voilà, c'est aussi par ignorance que ce n'était pas pris en compte dans nos supports de formation, mais les choses sont en train d'évoluer et je crois que SIDO va suivre également cette tendance. Juste une dernière question et après on va passer au prochain. Oui, bonjour. Oui, j'enchaîne. Déjà, merci, en effet, d'avoir témoigné de tout ça. Je me permets juste, je dirais, avec l'historique que j'ai, et puis aussi juste le fait de mettre un mot, en fait, sur ce que vous avez fait comme démonstration. C'est ni plus ni moins ce qu'on appelle de la communication visuelle, qui est un travail qui existe depuis beaucoup d'années, qui est celui des designers graphiques. Je voulais donner les noms, en fait, c'est parce qu'on fait appel à des designers graphiques qui précisément sont en capacité d'analyser un positionnement, une identité de marque, que ce soit Vuitton ou Rhône-Poulenc ou EDF, peu importe. C'est-à-dire d'intégrer l'identité d'une marque ou d'une enseigne ou quoi que ce soit, d'intégrer ses codes couleurs, ses références, et d'ensuite proposer quelque chose de beau. Et simplement, là, je voulais juste dire que je suis archi d'accord avec ce que vous avez dit, mais le fait est, c'est que c'est simplement la rencontre de la communication visuelle avec la pédagogie et l'ingénierie pédagogique, qui est plutôt ma partie maintenant, force d'avoir travaillé dans le premier secteur avant. Et le dernier point, et c'est une question qui reste pour moi, c'est cette notion de référence commune. Parce que si je prends l'exemple des GIFs aujourd'hui, qui pullulent partout, il y en a qui trouvent ça génial et d'autres qui trouvent ça insupportable sur le même GIF. Et donc c'est bien la difficulté, ce fameux référentiel commun du beau, parce que ça, pour le coup, c'est difficile de s'accorder. Je ne sais pas si vous avez un élément de réponse là-dessus, mais c'est compliqué. Il y a des gens qui vont trouver... je suis assez d'accord que quand on fait jouer en effet le texte, l'image, etc., c'est ça qui va créer la richesse et l'attraction. Mais les référentiels du beau commun, c'est un vrai débat. Oui, alors après, on ne dit pas un GIF il est beau ou il est moche. Là. Pour le coup, un GIF, c'est un outil particulier qui est plus ou moins tendance et qu'on aime ou pas. Mais là, ouais, en tout cas, là, c'est juste pour dire pourquoi aussi il faut arrêter avec ces e-learning hyper tristes qui font pour le coup l'unanimité sur le fait que c'est triste. Parce qu'il y a un espèce de plan à gauche et puis au milieu, voilà, et puis on ne s'embête pas sur les couleurs. Déjà, si on s'embête un tout petit peu pour que ce soit joli, même si ça ne plaît pas à tout le monde de façon sûre et certaine,
on s'est un peu donné du mal pour que ça capte un peu l'attention. C'est aussi l'importance de questionner la cible, justement. À chaque fois qu'on va créer un e-learning ou un produit, on va essayer de voir questionner à qui on a affaire et justement essayer d'avoir ce référentiel commun. Alors on n'est jamais à 100%, on tombe jamais à 100% dans ce qui est attendu, on essaie de s'en rapprocher au maximum. Je crois que c'est véritablement un enjeu pour d'essayer de faire le plus consensuel en termes de beauté et de visuel. Si vous avez d'autres questions, on est en F52. Voilà, Donc n'hésitez pas à venir voir.